J'ai fait le rêve d'un monde plus beau. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria, et bienvenue à cette émission. Voici mon problème avec M. André Tandala, que je salue. Bonjour. Bonjour Maman Régine, bonjour à tout le monde. Alors, Monsieur Tandala, nous avons fini le chapitre d'indice de maturité. Aujourd'hui, nous allons nous attendre à quoi? Non, le chapitre continue. On a parlé de la fidélité. Oui. On a aussi la fidélité, le pardon, exactement la fois dernière. Aujourd'hui, nous continuons dans le même sens, mais avec un autre sous-chapitre, un autre indice de maturité. Allez-y, c'est la lequel? Capacité de se défendre. Donc, l'autodéfense comme indice de maturité affective. Nous vous suivons. Merci beaucoup. Il faut dire que le concept de défense en appelle à celui de l'attaque. Donc, la défense se comprend toujours en parallèle avec le danger. D'où notre première question. Contre qui ou contre quoi doit-on se défendre pour prouver sa maturité affective? Mais tout d'abord, que faut-il entendre par la capacité de se défendre? La capacité de se défendre signifie l'ensemble de stratégies et de comportements auxquels nous recourons consciemment ou inconsciemment pour faire prévaloir notre droit de vivre et nous sentir à notre aise, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique ou, si vous voulez, spirituel. On parle de la défense lorsqu'il y a une agression ou une attaque. On se défend contre une violence à laquelle on est confronté. Mais psychologiquement parlant, la défense ne signifie pas forcément une réaction à une violence physique. On peut se défendre, certes, contre une violence physique réelle, mais on peut aussi se défendre contre une violence ou une agression supposée, imaginaire, qui n'est pas donc réelle. On peut en fait se défendre contre une agression tout à fait psychologique, c'est-à-dire mettre en jeu des stratégies et des comportements de défense devant une situation réelle, mais qui objectivement n'a rien d'agressivité, mais qui est subjectivement perçue comme dangereuse et qui devient alors anxiogène. Cela revient à dire que la capacité de se défendre se situe à deux niveaux, au niveau physique et au niveau psychologique. Sur le plan physique, cela renvoie à tout ce que nous faisons pour notre intégrité physique et pour rester en bonne santé. Manger, boire, dormir, fuir devant un danger, pleurer quand nous sommes tristes, agresser celui qui nous agresse, et ainsi de suite. Donc tous ces comportements sont des comportements d'autodéfense qui visent à nous maintenir en vie. Sur le plan psychologique, cela renvoie à tout ce que nous faisons pour garder notre moi, c'est-à-dire notre monde intérieur, dans la quiétude et maintenir une bonne image de nous-mêmes. Cela comprend par exemple tout ce que nous faisons pour jouir d'une bonne réputation, pour être respectueux, pour être efficace, important, utile pour les autres, être estimé et reconnu, etc. Sur le plan psychologique, la capacité de se défendre signifie aussi l'ensemble de stratégies automatiques et inconscientes dont nous nous servons pour ne pas nous laisser perturber par des événements pénibles, réels ou imaginaires. Il s'agit donc de ce qu'on appelle les mécanismes de défense dont le but est justement de protéger notre monde intérieur des situations traumatisantes. Cela dit, voici alors une question intéressante. Dans quelle mesure notre capacité de nous défendre, tant sur le plan psychologique que physique, contre ce que nous estimons être une situation dangereuse, peut-elle être un indice de maturité affective? En d'autres termes, comment notre manière d'affronter les problèmes ou les difficultés réelles ou supposées peut-elle prouver que nous avons ou pas de la maturité affective?
Théoriquement, on peut parler de deux façons différentes de se défendre, même si en réalité les deux sont intimement liés et ne constituent qu'un seul mode d'autodéfense. D'un côté, on peut parler des stratégies ou des comportements conscients d'autodéfense et de l'autre des comportements inconscients d'autodéfense. Le premier sont des moyens que nous choisissons délibérément et consciemment pour résoudre les difficultés que nous rencontrons dans la vie de chaque jour. Les seconds sont des moyens inconscients que nous mettons en jeu pour éloigner de notre conscience les situations psychologiquement pénibles. Par exemple, lorsqu'un voleur s'introduit chez moi, je décide de choisir le moyen le plus adéquat pour le chasser de chez moi. Cela est un comportement conscient de défense. Mais lorsque, pour me consoler de l'infidélité conjugale de mon mari, par exemple, je me dis, tous les hommes sont pareils, tôt ou tard ils finissent par là. D'ailleurs, peut-être que c'est de ma faute qu'il en est arrivé jusque-là. Même si je me le dis comme ça sciemment, cela est un mécanisme de défense inconscient dont le but est de m'éloigner de la tristesse et de la colère que me provoque le comportement de mon mari et de sauvegarder ma relation avec celui qui me persécute, en l'occurrence mon mari. Les comportements d'autodéfense conscients sont réfléchis et voulus, alors que les comportements d'autodéfense inconscients sont automatiques, hors de la portée de notre volonté. Pour toutes ces raisons, le premier, dans les conscients, sont appelés les décisions ou des actes délibérés, alors que les seconds portent le nom de mécanismes de défense, inconscient, automatique. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un aspect du mécanisme conscient, donc une partie. Comment nous défendre de manière mature alors, c'est-à-dire adulte, contre une agressivité ou une situation pénible sur le plan psychologique? Se défendre de manière adulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire se comporter de telle manière qu'on sorte intègre d'une situation pénible sur le plan physique ou sur le plan psychologique ou spirituel. On se comporte de telle manière qu'on subisse les moins de dégâts possibles sur le plan physique, psychologique et spirituel. Ou tout au moins, on se comporte de telle manière qu'on sauvegarde ses propres valeurs si on va perdre sur le plan physique ou autre, mais au moins on a sauvegardé ce qui fait le socle de la vie, les valeurs. Cela se comporter de façon mature et donc affectivement mûr. Lorsque notre moi est confronté à une agression, ce qui ne veut pas dire forcément une violence physique, eh bien lorsque notre moi est confronté à une agression, nous pouvons réagir au moins de 3 façons différentes. Nous pouvons réagir par la colère, par la peur ou par la tristesse. Le dégoût, l'indifférence, la méfiance, la moquerie, etc. sont des différents degrés ou des variantes de ces 3 émotions fondamentales. Chacune de ces émotions est donc une réaction de notre moi face à une pression ou une agression à laquelle il est soumis. Tout dépend donc de la nature du danger, du degré de la dangerosité de ce danger donc, mais aussi de notre personnalité à nous. Question: comment se défendre avec maturité en cas de colère? C'est à cela que nous allons nous limiter aujourd'hui. Comment gérer la colère en quelque sorte? Nous éprouvons la colère lorsque notre moi est confronté à une situation d'injustice ou de manque de respect, soit envers nous-mêmes, soit envers quelqu'un à qui nous nous identifions. Par conséquent, il faut savoir qu'à chaque fois que nous avons la colère, cela signifie que nous avons besoin de respect et de justice. Nous voulons être valorisés et que nos droits soient respectés. Cela est un besoin légitime pour une bonne image de nous-mêmes, pour notre estime et notre réputation. La colère est donc l'expression d'une volonté de nous protéger sur le plan physique et psychologique en même temps.
Selon notre personnalité, selon notre éducation, notre degré de maturité, la colère peut être adéquate à la situation ou bien prendre des dimensions disproportionnées et une direction inconvenable. Elle peut être contenue. Dans ce cas, elle peut être exprimée avec mesure et délicatesse. Mais elle peut être aussi fracassante ou impétueuse. Elle peut être dirigée contre l'agresseur ou malheureusement contre soi-même. Lorsqu'elle est dirigée contre l'agresseur, on parle justement de l'agressivité tournée contre l'agresseur. Le sujet agresse son agresseur verbalement ou par des comportements spécifiques. Dans le cas où elle est dirigée contre soi-même, on parle de l'agressivité tournée contre soi-même. Cela arrive par exemple lorsque le sujet se culpabilise lui-même ou bien qu'on pense qu'on n'a pas assez de moyens pour se faire entendre et faire valoir ses droits. Dans nos cultures, par exemple, une femme trahie et maltraitée continuellement par son mari finit par accepter, malgré elle, sa situation et se garde de revendiquer son droit de justice et de respect. Elle peut même aller jusqu'à se culpabiliser à justifier son mari. Si elle n'est pas contrôlée, l'agressivité tournée contre l'agresseur aboutit à des luttes plus ou moins ouvertes, pouvant prendre des dimensions extrêmes de violence, arriver même à des crimes, à des assassinats. Elle peut être aussi, si elle est contrôlée, elle peut être aussi exprimée bien qu'elle soit contrôlée, exprimée avec douceur et malice. Dans un tel cas, l'agressivité ou la colère va prendre en quelque sorte la forme de la moquerie, de la raillerie, de l'indifférence, du mépris, de la médisance, de la diffamation, etc. Une telle agressivité est dite douce ou indirecte. L'agressivité douce ou indirecte, c'est l'agressivité des gens entre guillemets bien éduqués, ceux qui n'agressent pas physiquement les autres, qui sauvegardent bien leurs apparences. Mais si elle est tournée contre soi-même, l'agressivité aboutit souvent à des phénomènes qu'on appelle les phénomènes de somatisation. Cela signifie qu'un conflit psychologique se transforme en un conflit physiologique, tels que la gastrite, la tension artérielle, les troubles des sommeils, les troubles alimentaires, etc., etc. L'agressivité tournée contre soi-même peut être aussi à l'origine des dépendances qu'on appelle les dépendances pathologiques, telles que l'alcoolisme, le tabagisme, l'obsession sexuelle, etc. Tout cela constitue donc des actes d'extrême violence envers soi-même. Toutes ces dérives d'une colère mal gérée relèvent d'une structure de personnalité immature. Agresser son agresseur de façon plus ou moins violente ou s'agresser soi-même est une preuve de manque de maturité affective. Dernière question, s'il vous plaît. Comment peut-on alors réagir avec maturité quand on est victime d'injustice ou de manque de respect? Comment concrètement gérer sa colère? Je ne dis pas qu'il ne faut pas éprouver de la colère face à une injustice ou un manque de respect. Je ne dis pas non plus qu'il faut réprimer la colère, comme si l'on voudrait ignorer une émotion qui peut être légitime d'ailleurs. Bien au contraire, ne pas s'indigner ou ne pas éprouver de la colère devant une situation d'injustice et de manque de respect peut être un symptôme d'un trouble psychopathologique. La question qu'il faut se poser est plutôt celle de savoir comment gérer notre colère et notre indignation plus ou moins, avec respect et en valorisant les autres sans tomber dans la médiocrité. Première chose, savoir nommer son émotion. Ça veut dire prendre conscience de son état de colère et savoir que si l'on ne fait pas attention à soi, on peut agresser l'autre ou s'agresser soi-même, directement ou indirectement. Deuxième chose, prendre conscience du fait que le respect et la justice qu'on me doit n'épuisent pas toute ma valeur. Je vaux plus que cela. Ma valeur ne tient pas seulement à ce qu'on peut dire ou penser de moi, ni à ce qu'on m'a ravi, ce dont on m'a privé. Je vaux plus que cette justice, ce manque de respect dont je suis,
j'ai besoin, donc qui me fait faire cette émotion de colère. Troisièmement, initier un dialogue. Autant que possible, communiquer à l'autre ce qui se passe, c'est-à-dire décrire son comportement, signifier à l'autre l'émotion que j'éprouve suite à son comportement et enfin lui dire ce que j'entends de lui pour plus de respect, plus de justice. Savoir donc revendiquer mes droits avec dignité et dans le respect de mes valeurs humaines, chrétiennes et civiques. Quatrièmement, enfin, être prêt à échouer dans ma tentative de faire valoir mes droits. C'est un peu bizarre, mais c'est particulièrement cela qu'on verra bien combien je suis mature. Car mon agresseur peut être une personne psychologiquement déséquilibrée, si bien qu'il refuserait la main que je lui tends et verrait dans ma démarche non violente une marque de faiblesse de ma part et chercherai alors à en profiter pour me blesser et m'exploiter davantage. Ou bien il peut s'agir d'une personne, d'une culture et d'une éducation tellement limitée qu'elle a peur de sortir de son petit monde afin de voir les choses dans le sens de l'autre. Donc je dois être prêt à accepter que ma tentative de réconcilier, de me faire respecter, peut ne pas aboutir. Mais en réalité, si je me comporte de cette façon, je ne fais pas preuve de faiblesse. Par contre, je me montre capable de me défendre avec maturité, s'il le faut, en faisant recours à tous les moyens civiques et judiciaires reconnus par la société. Donc, la gestion de la colère, c'est un peu ce dont nous avons parlé aujourd'hui quant à la capacité de se défendre comme indice de maturité. Donc nous sommes limités essentiellement sur la gestion de la colère comme étant une réaction en quelque sorte entre guillemets normale du fait que notre moi est agressé, notre moi est victime d'injustice et de manque de respect. Savoir gérer sa colère, c'est savoir se défendre avec maturité. Merci beaucoup. Merci, M. André Tandala. Échangez d'abord nos différences. Voilà les chants que nous vous proposons. Échangez d'abord nos différences, partagez ensuite nos talents, échangez aussi nos ressemblances, partager nos rêves les plus grands, échanger d'abord nos différences, partager ensuite nos talents, échanger aussi nos ressemblances, partager nos rêves les plus grands. Transformer nos mystères en lumière, transformer même nos nuits en jour, effacer nos étroites frontières, percevoir le grand vent de l'amour, échanger d'abord nos différences, partager ensuite nos talents, échanger aussi nos ressemblances, partager nos rêves les plus grands, retrouver le goût de l'espérance. Merci pour ces beaux chants. Échanger d'abord nos différences, ensuite nos talents. Chers auditeurs, auditrices, comment vous gérez votre état de colère? Quels sont les comportements que vous affichez face à la colère? Tant de questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Et M. André Tandala est là pour nous aider. Appelez-nous au 082 016 35 12. Vous nous écrivez au 081 99 66 098. M. André, on commence par cette
texto. Bonjour, Monsieur André, merci pour l'émission. Je m'appelle Jean-Louis, je vous écris depuis Christ au Sauveur. Lorsque je suis en colère, il faut que je me décharge sur une personne, c'est-à-dire parfois par des coups ou des injures pour que je me sente bien. Je ne m'encourage pas dans ce sens-là, mais j'ai besoin d'être aidé. Qu'est-ce que je dois faire? Merci beaucoup, frère Jean-Louis de Christ Sauveur. Quand vous êtes en colère, pour vous apaiser, vous devez vous décharger sur quelqu'un, soit par des coups, des insultes. Moi, je pense que dans les propositions que nous avons formulées à la fin de notre propos, je pense que vous en êtes, si je ne m'abuse pas, à la première étape, ce qui n'est pas rien, c'est déjà beaucoup. C'est peut-être la phase la plus difficile. Prendre conscience de son état d'âme, ce que nous avons appelé savoir nommer son émotion. Moi, je pense que c'est question de se faire des habitudes. Je pense qu'il faut avoir, je dirais, viser ce qu'on appelle votre philosophie de vie en psychologie, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, l'ensemble de vos valeurs, c'est sur quoi vous fondez votre vie. Je ne sais pas si vous êtes chrétien, vous êtes croyant, peu importe, quand même, que l'on soit croyant ou pas, on nous dit qu'on a toujours un point de référence. Et appuyez-vous sur vos valeurs, du fait que vous avez parlé de Christ Sauveur, probablement, très probablement vous êtes chrétien, non? Appuyez-vous sur vos valeurs pour travailler sur votre tempérament. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, trouvez un conseiller. Troisièmement, apprenez à parler, à demander pardon. Demandez pardon et faites des propositions concrètes de ne plus refaire ce que vous faites quand vous êtes en colère. Donc, brièvement, c'est ça. Prendre conscience qu'on vous le fait déjà et chercher un conseiller pour mieux vivre vos valeurs, ça va vous aider. Je rappelle le numéro pour les appels. On répond d'abord à cet appel. Allô? Allô? Oui, bonjour, Radio Maria. Oui, Radio Maria, bonjour. Bonjour. Maman, je suis en français. Oui. Ok, merci beaucoup pour l'information. Ok. Merci. Merci. Comment on a maman? Merci, maman Lili. Merci. Ciao, ciao. Ciao, merci. Merci pour cette information. Chers auditeurs, auditrices, nous continuons donc à vous recevoir au 082 016 35 12. Vous nous écrivez au 081 99 66 098. Mola nous écrit aussi, Papa André, lorsque je me sens étouffé par la colère, je me mets à chanter et à dessiner. Votre point de vue en tant que psychologue. C'est Mola qui nous écrit. C'est très bien. On peut parler d'une sublimation ou d'un déplacement, mais probablement une sublimation. Ça vous donne de l'énergie parce que on n'a pas eu le temps de tout dire. C'est que la colère, avant tout, il faut pas tomber dans une sorte de manie de voir les choses trop aussi négativement que ça. La colère, il faut pas confondre la colère comme état d'âme, comme réaction psychophysiologique face à une agression plus ou moins réelle, avec les comportements coléreux, donc le comportement auquel la colère, donc cet état d'âme peut nous prédisposer. Donc la colère, c'est de l'énergie. Alors cette énergie doit être gérée pour bien gérer nos relations avec les autres. Alors si vous avez cette énergie, au lieu d'aller insulter, au lieu de vous faire du mal à vous-même, vous mordre entre guillemets, ça vous donne l'occasion de travailler, de chanter, je pense qu'il faut que le Père Abbé nous le concède,
un peu moraliste, on parlerait des moindres mal. Mais je pense que sur le plan psychologique, c'est à encourager, même si un travail doit être fait pour que ça ne se limite pas seulement à chanter, à dessiner, mais à trouver des moyens de dialoguer davantage. Parce que la colère, c'est toujours une réaction contre, entre guillemets, une certaine agression. Donc, il faut aller plus loin. Ne pas seulement vous arrêter à dessiner, à chanter, mais trouver des moyens de dialoguer avec celui qui vous met dans cet état-là. C'est un peu ça. On reçoit un appel. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oh. Bonjour. Oh, c'est maman Annonciata. Oui, maman Annonciata. Don Bosco, na sepeli na émission. Ngai soki naza na colère nalelaka. Comme ça nazwi mpe chapelet na ngai na chambre navandi nabandi kosala chapelet na ngai. Yango wana. Merci maman Annonciata depuis Don Bosco. Merci beaucoup maman. C'est pour le partage, c'est en même temps une contribution. Donc on est en colère, en se réfugiant quelque chose dans son sanctuaire. Donc on va prier, on va trouver de l'énergie de dépasser cette émotion, afin de vivre cette émotion de façon assez chrétienne, pour le moins. Mais je pense que il faut, en tant que psychologue, vous faites déjà bien ce que vous faites, maman, mais si ça serait dans la mesure du possible, quand vous êtes déjà apaisé, vous avez déjà prié votre chapelet, vous avez repris votre calme, il serait souhaitable de faire voir à l'autre, à celui qui vous a causé cette colère, cette peine, qu'il vous a blessé et que vous avez droit à être respecté, droit à la justice. Et donc lui faire comprendre que les choses peuvent et doivent changer. Donc, dialoguer, vous calmer, faire passer cette vague-là, n'est-ce pas, cette tempête d'adrénaline, d'énergie physiologique, mais aussi nouer un contact avec l'autre pour l'aider à s'améliorer, parce que vous risquez de tourner, on vous provoque, ça vous fait mal, vous allez prier, mais ça risque d'être comme un cercle vicieux. La situation perdure. Voilà. On va lire les textos de Joseph de Marie qui nous écrit « Bonjour papa, bonjour Régine. Quelqu'un qui est en colère mais qui se prépare à prendre la fuite au lieu de se battre, a-t-il bien ou mal fait ?» Merci beaucoup, Géry, parce que ça me fait penser à ce que nous pourrions, avec la grâce de Dieu, voir prochainement. Donc, la colère et la peur, parfois la différence n'est pas très nette, hein. Quand on vous agresse, vous avez de la colère si, on va dire, l'offensif est à votre... Vous êtes sûr de pouvoir riposter. Mais si on vous agresse et que l'adversaire est tellement fort, eh bien, c'est la peur. Donc la peur, c'est quand le danger est au-delà de mes moyens. Je ne peux pas affronter ça, alors je recule. C'est une façon raisonnable parfois de se sauver. Donc si vous êtes en colère, que vous pensez que la meilleure façon d'éviter le pire, de sortir, on va dire, intègre psychologiquement ou physiquement, c'est de fuir, eh bien, je pense que c'est raisonnable. Les latinistes disent que parfois le salut, c'est dans la fuite. Ouais. Comment surveiller, excusez-moi, je vais lire la deuxième question. Comment faire un inventaire de nos émotions? La question me semble, excusez-moi, un peu générique. Vos émotions, moi je vous dis que fondamentalement, certains spécialistes disent que nous avons 4 émotions fondamentales. Le reste, c'est des variantes, des degrés différents des émotions fondamentales. Il y a donc celles dont nous avons parlé, que nous avons cité, la colère, la peur, la tristesse, et la 4e, c'est la joie. Si vous prenez le dégoût, l'amertume, le dédain, l'indifférence, tout ça, ce sont on va dire des différentes colorations de ces 4 émotions en quelque sorte. Alors comment faire l'inventaire? C'est faire un examen de conscience pour voir
aujourd'hui j'ai réagi de cette façon, j'étais joyeux, j'étais triste, c'est un peu ça, si j'ai compris la question, c'est un peu ça. L'on dit que la colère sert souvent à masquer une autre émotion, est-ce vrai? Et ce serait laquelle? Je serais curieux. La colère, c'est une émotion, ça ne masque pas une autre émotion. La colère, c'est une réaction, comme nous le disions tantôt, une réaction fondamentalement à une situation où on se sent victime d'injustice ou de manque de... Moi, je voudrais bien qu'on cite un cas de colère qui n'a pas été fondamentalement inspiré ou bien suscité par le manque de respect. Donnez-moi un exemple où quelqu'un, nous ne sommes pas dans la psychopathologie où on peut se fâcher parce qu'on a pris la naissance d'un enfant. Quand on est fou, parfois ça peut arriver. Ou on rit parce qu'on a pris la mort de quelqu'un, on se met à rire. Ce n'est pas ça. Mais quand on a l'Esprit Saint, eh bien la colère est normale entre guillemets si elle est suscitée par une situation d'injustice ou de manque de respect. Dernière question, comment surveiller l'apparition des signes physiologiques de notre colère qui peuvent aussi entraîner des réactions chimiques dans notre cerveau? Si vous êtes flegmatique, c'est très facile, passez-moi l'expression. Mais si vous êtes type colérique, on va dire c'est presque instantané. Eh bien, c'est quand vous êtes en colère, vous pouvez... Ça dépend du degré de votre émotivité. Vous pouvez faire croire à votre entourage que vous allez devenir fou tellement que vous renversez les choses, vous transpirez, vous pouvez même vous mettre à trembloter parce que vous suffoquez de colère. Donc la colère, c'est une réaction physiologique qui naît du fait que, devant une provocation allant dans ce sens-là, donc injustice, manque de respect, eh bien, l'individu perçoit cela comme une menace à sa personne. Et presque instantanément, le cerveau inocule dans le sang une hormone qu'on appelle l'adrénaline, l'hormone de l'agressivité et de l'énergie. Alors, vous êtes capable, vous êtes prêt ou à vous battre ou à fuir. C'est un peu ça. Donc, les signes physiologiques de la colère, c'est tout ce que je viens de dire là. Merci, Papa André. Nous continuons à recevoir les auditeurs en ligne. Allô? Allô? C'est Radio Maria. C'est Radio Maria. Ah oui, c'est Maman Marie-Claire Angalina. Oui, Maman Marie-Claire, nous vous écoutons. Oui, je voulais partager un peu la problème que j'avais au bureau. J'ai un collègue, quand j'étais devenu le chef du bureau, on était bien d'abord avec elle et avec deux collègues bien spirituels. On était les amis. Mais quand je suis devenue chef de bureau, tout le monde était devenu contre moi. Maintenant, pour le moment, je les ai évités. Donc, chaque personne, quand on nous envoie encore d'autres collègues, ils les informent que je suis méchante. Au bureau ici, c'est elle qui est méchante. Maintenant, moi, je me suis réservée. Est-ce que j'ai mal réagi ou comment? Merci, Maman Marie-Claire. Bon, d'emblée, j'ai du mal à dire que vous avez mal réagi ou bien réagi. De toute façon, vous avez lu le contexte et vous avez pris du recul. Ce que je peux dire, c'est que ce que vous avez affiché comme comportement, c'est aussi un mécanisme de défense. Vous êtes retiré, c'est le retrait, vous êtes désintéressé des autres et en quelque sorte vous avez changé votre mode de relation. Pour ne pas dire vous avez interrompu ou coupé la relation. Mais vous n'avez pas souligné le fait de colère, vous êtes senti peut-être indigné, c'est déjà le commencement d'une colère, l'indignation. Mais moi je pense que si vous voulez aller vivre au fond vos valeurs, c'est question d'être à la fois prudente, mais aussi rester ouverte aux autres, parce que si vous êtes chef de bureau, vous avez besoin des sujets, des subalternes, n'est-ce pas? Alors, nouer des relations matures
Travailler pour que l'atmosphère soit saine, que le climat soit favorable au travail. Et cela n'est possible qu'à deux conditions, au moins deux conditions. Les bonnes prédispositions internes, comme quoi vous nourrissez des idées positives envers votre entourage. Deuxièmement, vous savez trouver des occasions et des mots convenables pour dialoguer, pour dire ce qui vous semble plus juste, plus bon et plus respectueux pour tout le monde. Je pense que vous avez pris du recul pour peut-être observer, mais que ce recul-là ne signifie pas, ne soit pas synonyme de rupture et de indifférence, méfiance et donc rupture de relation. Ça ne sera pas favorable pour le travail. On lit le texto de Niclette Sima. Bonjour maman Régine, bonjour papa Etandala, merci beaucoup pour l'émission. Voici ma préoccupation, papa. Pour moi, ce qui m'amène souvent à la colère, parfois, ce sont les injustices, ce que nous vivons dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos groupes et conjoints. Et cela engendre le raisonnement et nous pousse à prendre une décision quelconque. Quand tu vis avec quelqu'un mais il n'y a pas vraiment d'affection ni dialogue, est-ce que votre morale sera tranquille ou il y aura toujours de raisonnement? C'est Niclette Nsima. Merci papa pour tout ce que Dieu, pour tout. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup maman, que Dieu vous bénisse vous aussi. Mais il faut toujours, la vie ce n'est pas une donnée, ce n'est pas un acquis, c'est une conquête permanente, perpétuelle. Donc les efforts doivent être fournis jusqu'à ce que Dieu va nous reprendre le souffle qu'il nous a donné. Donc, continuez, mais restez vigilante, maman, quant à vos valeurs. Vous pouvez être contrainte, n'est-ce pas, vu l'environnement, parfois de ne pas dire certaines choses. Et ça peut être salutaire, mais dès que possible, dites quelque chose dans l'intention de construire, de créer plus qu'il y ait plus de paix, plus d'entente, c'est ça. Parce que le silence peut être synonyme de mort, peut-être. Excusez-moi, peut-être c'est fort, mais le silence peut tuer. Si je le dis en tant que psychologue, mieux vaut parler que se taire parfois. Même si le silence est toujours parfois, excusez-moi, même si parfois le silence peut être préférable à la parole, mais c'est toujours mieux de faire comprendre aux autres comment vous, personnellement, vous vivez pour ne pas vous agresser. Parce que à trop se taire, vous risquez de retourner l'agressivité, donc la colère contre vous-même, et ça risque de faire mal. Donc, prendre du temps pour parler quand le moment sera plus favorable. Joseph de Marie revient. Que dites-vous de la légitime défense qui va au-delà de l'acte de votre agresseur? Moi, je ne suis pas juriste, mais je pense que la défense, dans le meilleur cas de figure, je crois, il faut que la défense soit proportionnelle à l'attaque, à l'offensive. Alors, si quelqu'un vient vers moi avec, mettons, un bâton, moi je prends une lance-roquette. J'exagère, mais pour vous faire comprendre combien on nous demande de nous défendre selon la capacité de notre agresseur. Alors, vous voyez parfois ce qu'on voit, excusez-moi, quelqu'un avec d'un côté vous avez des gamins avec des pierres, de l'autre côté des militaires avec des armes lourdes. Ça ne va pas. Alors, quelqu'un vient vers moi avec une machette, eh bien, pour me défendre et défendre ma famille, j'espère que le Père Abedi conviendra avec moi, j'ai le droit et le devoir de défendre ma famille et de mettre cet homme-là hors d'état de nuire. Si je peux le mettre hors d'état de nuire, ça, lui enlever la vie, ça serait préférable. Donc la légitime défense, toujours, proportionnellement au degré de l'attaque.
Voilà, pour terminer, Miss André Tandala, gérer la colère de manière mature. Ouais. Parlons des mineurs et des adultes. Est-ce que les deux gèrent la colère de manière mature de la même façon? Pour terminer. Ouais, de la même façon, entre guillemets, parce que la maturité des mineurs ne peut pas se comparer à la maturité des majeurs. Donc, un enfant de 2 ans doit exprimer sa colère comme un enfant de 2 ans. Un adolescent comme un adolescent, un homme de 35-50 ans comme un homme de son âge. Donc la maturité affective est toujours relative à l'âge chronologique de l'individu. Donc c'est un peu ça, Maman Régie. Merci beaucoup. Joseph de Marie, lorsque j'ai dit que la colère cache souvent d'autres émotions, je donne l'exemple des blessures intérieures qui peuvent engendrer la colère. C'est ça l'exemple qu'il nous donne. Les blessures intérieures qui engendrent la colère. Il faut dire que des blessures intérieures peuvent faire en sorte que, au lieu de me mettre en colère, je suis incapable de colère. Ou au lieu je pense que c'est pas très bien exprimé, mais il pourrait avoir raison. Donc des blessures intérieures qui m'empêchent de manifester les émotions convenables au moment convenable. Ouais. Donc ce qu'on appelle en psychologie des émotions parasitaires ou parasites. Donc on nous apprend à être gentil avec les autres, on nous a appris à réprimer nos émotions, à ne pas être, spontané comme on dit. Alors quand il faut rire, on vous dit il faut être sérieux parce qu'ici il faut être sérieux. Oui. Quand il faut vous fâcher, on dit non, on ne se fâche pas devant son père. Apprends à réprimer ta colère devant ton père. Alors, nous apprenons à cacher nos émotions et ça peut à la longue nous blesser. Si bien que, et c'est là que je trouve que l'intervention de notre frère vaut un pesant d'or, eh bien les blessures intérieures peuvent nous amener à cacher de véritables émotions. Donc, à inhiber en quelque sorte notre moi et donc notre affectivité, notre capacité à interagir normalement avec l'environnement. Merci, M. André Tandala, mot de la fin. Merci beaucoup, Maman Régine, à tout le monde. Savoir se défendre ne signifie pas forcément être capable d'agresser son agresseur. Dans le cas de la colère, se défendre avec maturité signifie être en mesure de faire valoir ses droits avec dignité, sans humilier ni choquer l'autre. Donner libre cours à la colère ou la réprimer est un signe de manque de contrôle de soi et à la longue un symptôme d'immaturité affective. C'est avec ces mots que je m'en vais encore une fois vous remercier et vous souhaiter une très belle journée. À vous, Maman Régine, à tout le monde. J'espère qu'on reviendra avec la grâce de Dieu le mardi prochain. J'espère bien qu'on va parler aussi d'une autre émotion, la peur. Comment nous défendre avec maturité en cas de peur. C'est un peu ça. Merci, M. André Tandala, d'avoir été des nôtres. Merci à vous, auditeurs. Je voudrais donner des coordonnées. Oui, pour qui voudrait continuer la causerie, on peut appeler au 082 20 029 18 ou bien le 085 044 22-39. Merci beaucoup. Merci, Papa André Tandala. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Faire ensemble, rêve d'un monde